va, bonjour. Ça va bien. Ça va. Oui. Ouais, ouais. Non, il n'y a aucun souci. J'en ai besoin. C'est ça que je cherche. Ouais, ouais, je vous redonne ça. Je vous redonne ça tout de suite. Non, il n'y a aucun souci. On va gérer. C'est bon. Et ben, côté technique, c'est bon. Quelques minutes. 5 minutes. D'accord. Monsieur le modérateur, tous les panélistes sont là. Tous les panélistes sont là. Vous pouvez. Wow, mais vous pouvez les installer d'abord. Le temps qu'on règle le problème technique. Vous pouvez les installer d'abord. Où? Les panélistes. Oui, oui. Ouais, ouais, ils peuvent rejoindre. C'est à vous de voir. Ça, c'est votre- Non, quatre. Hein? Dans les- C'est à vous de voir votre disposition. C'est cinq panélistes. Alassane, il faut que ñu amaat beneen kii. C'est cinq panélistes. Ouais, ouais. Hein? Ouais. Non, mën ngeen par exemple bu weex bee bu ñëwee gars yi kii ko mën nañu am. Ah. War a ñëw. Ana ñu. Alassane jàppal leen ñu jël benn. C'est bon, hein? Côté technique, c'est bon. Amadou Gueye. Taxawal. C'est bon. Dañ ñoo toogoon fii il faut gars yi ñëw toog ni ci kanam quoi pour que
waaw da nga koy collé doxal après man j'ouvre rek je vous donne votre modération donc waaye nga ouais, il faut donc c'est bon côté technique si c'est bon. Quarante-six 11h46 waaw normalement 13h la mais 11h14 am na slot mën ngeen dem mën ngeen consommer seen 1 heure de temps yi. C'est bon. Merci. Rebonjour à tout le monde. Tout juste peut-être rappeler que la journée de ce 9 est consacrée à la thématique eau, climat et océan. Et à l'instar aussi des autres jours, nous venons tout juste de terminer le premier side event sur la collaboration régionale en matière d'adaptation au changement climatique, organisé par Wakabar et donc les autres pays de l'UEMOA. Et toujours dans la poursuite de l'animation scientifique, nous allons tout droit vers le deuxième side event organisé par IPAR sur les services d'eau et d'assainissement face au changement climatique. Comment est-ce que la recherche peut-elle aider à créer une résilience climatique? Donc un grand merci à nos panélistes et aussi à tous ceux qui ont honoré de leur présence à ce side event. Donc sans plus tarder, on va donner à M. Gueye peut-être la parole pour la modération. Tout juste rappeler, comme il avait été retenu à Dakar, pour chaque side event, il est conseillé au minimum d'avoir 5 recommandations fortes. Lesquelles recommandations vont être compilées et constituera vraiment le rapport final par rapport au side event. Un grand merci. Peut-être rappeler aussi que les side events sont en direct sur la page Facebook de la direction de l'environnement. Peut-être demander aux uns et aux autres aussi peut-être de réduire les déplacements pour ne pas aussi obstruer un peu donc la diffusion en direct. Merci donc M. Gueye. Vous avez la parole pour la modération pour 1 heure de temps. Merci. Merci, Monsieur le Président de séance. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu présence à ce side event, comme on l'a dit, relatif au service d'eau et d'assainissement face au changement climatique. Je pense que la transition est trouvée entre le premier panel et le deuxième, qui a presque campé le débat par rapport à la problématique des changements climatiques face aux services écosystémiques. Maintenant, pour discuter sur cette question-là, on a d'éminents panélistes. On va faire honneur aux dames. Il y a Mme Sarah Adji Awatouré, responsable du système d'information et météorologique à Anassim, auparavant point focal d'Anassim dans le projet WACA, responsable aussi de la base de données météorologiques et fourniture de services qui va aussi nous entretenir sur les points relatifs au changement climatique et ses manifestations au niveau national. Nous avons aussi Dr Ababakar Mbaye, titulaire docteur unique en sciences de l'environnement, mais spécialiste des questions d'eau et d'assainissement, responsable ou bien directeur environnement et développement durable au niveau de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Auparavant, conseiller technique au ministère de l'eau et de l'assainissement, directeur de l'assainissement, mais aussi directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal.
Pour discuter aussi de cette question-là, nous avons aussi Dr Mohamed Diatta, docteur en géographe, spécialiste, expert en gestion et politique de la gouvernance de l'eau de manière générale. Présentement, le coordinateur de la cellule de suivi de promotion des résultats du 9e Forum mondial de l'eau. Auparavant, aussi responsable du pôle scientifique au niveau du secrétariat exécutif du Forum mondial de l'eau. Comme vous le savez, le Sénégal a organisé avec succès le 9e Forum mondial de l'eau qui est sanctionné par le Blue Deal, qui est aujourd'hui plus ou moins la ligne directrice du Sénégal en termes d'hydrodiplomatie au niveau international. Pour aussi discuter de cette question-là, nous avons le professeur Issa Sako, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Ahmadou Mbow de Diamniadio. Issa aussi est responsable, plutôt le directeur de l'incubateur de services à la communauté. Je lui disais tout à l'heure qu'en le taquinant, je pense que c'est le point qui manquait entre l'université et la communauté. Et j'étais vraiment heureux de savoir qu'aujourd'hui, l'université a mis en place ce service-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous pourra faire le link aujourd'hui entre les problématiques quotidiennes que nous vivons, mais aussi la réponse que l'université, notamment la recherche, pourrait apporter. Nous avons Dr Ali Tunkara, expert hydraulicien, à l'agence de développement municipal ADM, qui va aussi nous entretenir sur la manifestation du changement climatique, notamment en termes d'inondation, mais aussi d'impact au niveau de ces questions-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas besoin aujourd'hui de démontrer l'effet des changements climatiques. Dans le premier panel, l'animateur disait que en termes de changement climatique, ce n'est plus factuel. Parce que c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Je taquinais tout à l'heure Madame Sarr en lui disant quand est-ce qu'on aura la fraîcheur à Dakar. Est-ce qu'Anassim doit appuyer un bouton pour qu'on ait la fraîcheur? On se rappelle quand même des descentes de Dakar et peut-être nous-mêmes à notre âge, on voit à l'échelle vraiment réduite ces changements climatiques-là. Et c'est pareil aussi sur les services d'eau et d'assainissement de manière générale. Je pense aussi, lorsqu'on regarde l'impact du changement climatique, la manifestation, notamment dans nos pays, se manifeste plus à travers l'eau. Soit on a beaucoup d'eau qui fait des dégâts, soit on n'en a pas et ça fait des dégâts. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous adressons cette question-là des changements climatiques par rapport aux services écosystémiques que l'eau nous amène, parce que l'eau et l'assainissement sont au cœur du développement, notamment au développement humain, mais aussi au développement économique et développement environnemental. Parce qu'on aura besoin de l'eau pour la communauté, c'est-à-dire l'eau pour la nature, mais aussi on a besoin de l'eau pour le développement. Donc ça, c'est une question centrale. Mais parlant de cette question aussi, on a besoin quand même des données pour élaborer des stratégies à la fois d'adaptation, mais aussi de création de résilience. C'est pourquoi nous avons quand même voulu mettre la recherche au centre de ce débat-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose qui est impactant sans pour autant avoir des données probantes pour un peu parler de nos politiques. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la première question avec Madame Sarr pour nous parler aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement climatique, notamment au Sénégal, comment ce changement climatique-là se manifeste, notamment dans le domaine de l'eau en général. Merci, Monsieur le modérateur. Bonjour à nos autres chers panélistes et à toute l'assistance. Alors, effectivement, le changement climatique, nous l'observons, nous le vivons, nous le ressentons. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC, le GIEC qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont l'ANACIM fait partie, nous informe, nous confirme ce dont on doutait déjà, ce que nous craignons, c'est-à-dire la hausse des températures. On a de plus en plus de vagues de chaleur, l'acidification des océans, l'avancée de la mer, mais surtout une augmentation de la fréquence et de la, en tout cas, récurrence des phénomènes extrêmes. On remarque de plus en plus qu'avec l'hivernage, on peut ne pas avoir beaucoup de jours de pluie, mais en quelques heures, il pleut des quantités énormes. Et ceci affecte bien sûr le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le changement climatique nous concerne tous, mais puisqu'on parle de l'Afrique, on va donner juste quelques petits exemples. Nous avons remarqué dernièrement le cyclone Médicane qui a touché la Libye et qui a causé d'énormes inondations.
On peut penser également à l'Algérie avec les feux de brousse, ou encore aux nombreux cas d'inondations que nous voyons. On s'approche de chez nous, au Sénégal. Donc, c'est une réalité. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut faire face. Et comment y faire face? Il faut s'organiser à diverses échelles. C'est une action communautaire que cela demande. Donc oui, le changement climatique existe bel et bien. Merci. Le changement climatique existe bel et bien. Pour y faire face, il faut que nous organisons, qu'on s'organise, notamment à l'échelle communautaire. Maintenant, pour parler de cette organisation-là à l'échelle communautaire, mais vous avez parlé des inondations. L'ADM, représentée ici par le Dr Ali Tunkara, certainement nous parlera comment ces manifestations-là, notamment ces effets-là se manifestent au niveau communautaire, notamment en termes d'inondations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour faire face à ces phénomènes-là? Pas besoin. Is okay? Okay, that's working. Ok. Effectivement, monsieur le modérateur, en attendant peut-être de faire passer la présentation de l'ADEME pour donner vraiment une visibilité à la réponse à votre question. Le changement climatique au niveau de... Il y a des échelles, hein, comme vous le savez, c'est une question d'échelle. Comme disent les mathématiciens, il y a ce qu'on appelle l'invariance d'échelle. Nous, notre échelle d'intervention en tant qu'agence de développement municipal, c'est l'échelle nationale au niveau du Sénégal, mais particulièrement une échelle régionale au niveau de la région de Dakar, mais surtout dans son banlieue qui est devenu très vulnérable. En réalité, le mot phare pour nous, c'est en tant qu'effet et conséquence, c'est la vulnérabilité accrue des populations. Une vulnérabilité que je peux dire entre guillemets environnementale, mais aussi une vulnérabilité aussi économique. Puisque quand même, on a vu par exemple en 2020 que 30% de la population de Keur Massar a été affectée et Dakar était pratiquement paralysé. Merci. Je pense que, comme on le dit, on va avoir pas l'approche top-down, mais l'approche down-up. En partant de communautaire, on va aller à l'échelle du bassin, notamment pour voir aujourd'hui comment le changement climatique se manifeste à l'échelle de ce bassin, notamment le bassin du fleuve Sénégal. Dr Ababakar Mbaye va nous parler un peu aujourd'hui en termes, parce que si on revient un peu sur l'OMVS, il est basé par le partage des bénéfices. Ces bénéfices-là sont basés sur les services écosystémiques que donne le fleuve, notamment en termes de navigation, en termes de production, notamment l'électricité et de l'agriculture de manière générale. Comment aujourd'hui les effets du changement climatique se manifestent à l'échelle du bassin? Merci beaucoup Amadou. Donc, merci de l'invitation et je remercie évidemment mes collègues panélistes et l'assistance qui est ici présente. Alors, vous avez parlé évidemment donc de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est un bassin donc transfrontalier donc du Sénégal à 4 pays qui sont évidemment donc la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc, qui sont évidemment des pays qui sont, d'après l'ONU, qui sont dans les pays moins avancés. Donc, forcément, qui sont vulnérables. Et cette vulnérabilité, évidemment, va aussi au niveau tout simplement de l'ensemble du bassin. Alors, il y a un schéma, évidemment, directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui en réalité a été établi en 2010, qui actuellement a été actualisé à l'horizon 2050. Alors, disons que cet impact tout simplement donc, du changement climatique va dans le sens tout simplement de la préservation des ressources en eau, qui évidemment, à la suite tout simplement donc, des recommandations évidemment du Conseil des ministres et aussi de la conférence des chefs d'État, il fallait aller dans le sens de mettre en place ce qu'on appelle des ouvrages communs. Et ces ouvrages communs qui sont évidemment donc, les barrages donc, de Diamant, dans le cadre du dessalement, mais aussi les barrages de Manatani hydroélectriques. Et évidemment, pour pallier évidemment à cet impact de changement climatique, donc il a fallu tout simplement que évidemment, ces barrages-là contribuent. Et il y a beaucoup d'activités qui, évidemment, d'ordre hydroélectrique, pisciculture, qui en réalité ont contribué évidemment par rapport seulement à donc l'adaptation à ces vulnérabilités.
Donc disons qu'en fait, avec la présentation que j'ai faite tout à l'heure, on peut essayer de revenir un peu sur, évidemment, la quintessence pour aller vers vraiment des solutions concrètes là-dessus. Merci, docteur. Je pense que la transition, elle est bien faite. Elle est bien faite aussi dans le sens que nous saluons la présence du haut-commissaire de l'EMVG, docteur El Haj Lassana Fofana, qui est là, juste à votre suite, vous lui donnez la parole pour placer au mot à l'endroit de ce panel. Monsieur Fofana, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et je félicite les organisateurs de ce panel-là. Donc, comme le conseil juridique, le MVS vient de le dire, le MVG est créé à l'image de l'EMVS. Mais ce que je vais poser ici comme problématique, vous savez, dans les pays du Sud, les pays du Nord, c'est le développement des grosses entreprises, c'est ce qui fait qui est à cause de la pollution. Mais nous, en Afrique, le facteur fondamental, la pression sur le changement climatique, c'est le taux de croissance démographique. Vous vous souviendrez qu'il y a pas 20 ans plus tard, la population du Sénégal, c'était 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 17 millions et en 2040, on sera à 50 millions. Or, la Terre n'augmente pas de superficie, elle diminue plutôt. Avec l'érosion qu'on vient de suivre là, la superficie de la Terre diminue. Et si on n'intègre pas ce paramètre dans la transition écologique en Afrique, nous passerons à côté. Ça, c'est l'appel que moi je lance à toutes les administrations nationales, à tous les organismes de bassin. C'est effectivement la pression anthropique qui est le premier facteur considérable dans le changement climatique chez nous. Pour le moment, comme le président, son excellence Macky Sall, il a développé dans son truc, ce n'est pas les questions de carburant qui va polluer, mais chez nous, le facteur fondamental, c'est la pression de la croissance démographique. Donc, vous vous souviendrez, chacun de nous dans son village, quand à notre enfance, il ne parcourait même pas 50 mètres, tu es dans la forêt, tu es ceci, mais aujourd'hui, tout est coupé. Or, c'est pour répondre aux besoins des populations que l'environnement est en train de subir. Donc, il est important qu'on intègre comme premier facteur de la transition écologique la croissance démographique de nos pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le commissaire. Je pense que c'est important, la pression démographique. Et cette pression démographique aussi a un impact sur les services d'eau, notamment. Si on connaît aujourd'hui, je prends juste le cas de Dakar, la manière dont Dakar grandit et comment aujourd'hui les services d'eau et d'assainissement doivent suivre et qui sont toujours derrière. Peut-être pour revenir sur cette question-là en termes de couverture des services d'eau et d'assainissement et comment cela aussi se manifeste dans le contexte du changement climatique. Dr Diatta va peut-être nous introduire un peu sur cet aspect-là, notamment en termes de gestion de la demande en service et dans le contexte du changement climatique. Dr Diatta. Merci Amadou. Je voulais vous remercier en même temps, nous réjouir de l'organisation de Society One sur l'eau. Aujourd'hui, au pavillon du Sénégal, nous parlons d'eau et demain également. Mais dans l'agenda global de la COP, la journée de l'eau, c'est demain. Et il y aura des événements majeurs qui seront organisés et la présence du Sénégal au plus haut niveau au sein de ces side events qui sont organisés par la présidence de la COP. Donc, je voulais juste vous lancer ces messages-là pour que nous soyons mobilisés et vigilants parce que aussi, l'enjeu de la COP, c'est d'introduire un paragraphe spécifique sur l'eau. Nous ne pouvons pas parler du climat en pensant que intégrer l'eau au cœur des débats climatiques nous ramène en arrière. Non, parce que l'eau est un indicateur essentiel du climat. Et c'est fondamental que ici, à la COP28, que ce message soit relayé, que l'eau soit au cœur des négociations, parce que finalement, toutes les manifestations climatiques, on les voit plus sur l'eau, que ce soit des inondations, des sécheresses, etc. Et donc, je rejoins un peu avec l'idée de la croissance démographique en Afrique. Nous savons qu'aujourd'hui, la croissance démographique est très élevée en Afrique. En Afrique subsaharienne,
40% n'ont pas accès à l'eau potable et 700 millions à des services d'assainissement. Donc, c'est essentiel. C'est des services essentiels. Donc, d'après les prévisions également, nous aurons entre 25 et 70 millions de personnes qui vont se déplacer en Afrique subsaharienne en raison du changement climatique. Et toutes ces personnes vont aller dans des villes comme Dakar, comme Bamako, comme Abidjan, comme Lagos, etc. Et donc, une surcharge supplémentaire par rapport aux services d'eau, notamment dans les services en bout de réseau, dans les zones périurbaines, où l'absence de services fait que dans ces zones, les conditions sanitaires ne sont pas réunies et les conditions de gestion des eaux pluviales également ne sont pas réunies. Donc, c'est des zones extrêmement vulnérables aux inondations, mais également à toutes les formes de maladies que nous connaissons. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est nous devons aujourd'hui, le Sénégal travaille sur trois grandes structures, hypothèses. La première hypothèse, c'est que nous essayons de travailler sur les solutions fondées sur la nature pour mitiguer l'impact du changement climatique sur les services d'eau. Nous dépendons beaucoup des eaux de surface, notamment du lac de Guiers, pour 60% de l'alimentation en eau potable de Dakar. Le fleuve Sénégal, c'est presque 100% de la ville de Nouakchott. Aujourd'hui, nous, à l'échelle du Sénégal, nous travaillons sur la restauration des écosystèmes du lac de Guiers, la renaturation des écosystèmes comme Ndiaël, qui a été classé parmi les sites en danger dans le classement de Ramsar. Mais grâce à un projet que nous avons mis en œuvre, le Ndiaël a été déclassé comme site en danger et intégré dans le registre, déclassé du registre de Montreux. Nous travaillons également sur la mobilisation des ressources en eau du Bao-Bolon dans le bassin de la Gambie. Nous savons que nous perdrons beaucoup d'eau qui vont à l'océan parce que tout simplement, nous n'avons pas mis en place des infrastructures nécessaires pour capter ces ressources et développer de l'agriculture. Nos terres sont en train de se saliniser dans toutes ces parties de la Gambie, de la Casamance, etc. Donc, un important programme de mobilisation de ressources et de construction d'ouvrages pour freiner la salinisation. Ça, c'est le premier aspect sur les solutions fondées sur la nature. Le deuxième aspect, c'est la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles. Aujourd'hui, l'océan, la mer est considérée comme une source d'eau. Nous allons vers des exploitations d'hydrocarbures. Avec l'augmentation du niveau marin également, vous voyez, donc c'est tout un arsenal d'accompagnement juridique qu'on doit mettre en œuvre pour faire face aux défis qui nous interpellent en termes de pollution des océans, mais en termes de pollution par les hydrocarbures. Je pense que cela est extrêmement important. Le Sénégal est en train de construire une unité de dessalement d'eau de mer à Dakar. C'est pour renforcer la sécurité de l'eau de la ville de Dakar et ses environs. Une deuxième unité d'eau de mer sera construite également sur la Grande Côte. Et enfin, nous travaillons sur l'économie, la gestion de la filière assainissement suivant une approche d'économie circulaire. Parce que le secteur de l'assainissement est un secteur qui est extrêmement intéressant en termes d'adaptation et de réduction de carbone. Aujourd'hui, grâce aux stations que nous avons mises en place, nous parvenons à capter tout ce qui est gaz qui est émis pour être réinjecté dans la production d'électricité au sein de nos stations. Donc, nous allons vers des énergies propres dans le secteur de l'eau. Mais le dernier facteur, c'est l'eau en tant que production d'hydroélectricité. Nous allons vers Samangalou. Manantali est là déjà. Donc, vous voyez que le secteur de l'eau, finalement, est un secteur qui apporte des réponses face à ce changement climatique. Je vous remercie. Merci, Dr Diatta. Vous nous permettez de faire la transition. Je pense qu'on a bien campé le débat par rapport aujourd'hui à la problématique des changements climatiques. Comme dit Mme Sars, nous vivons cette problématique-là. Et des exemples ont été donnés en termes de manifestation de ce changement climatique-là, notamment en termes d'inondation, en termes d'impact de la ressource. Mais aujourd'hui, c'est de voir, comme on l'a dit, comment aujourd'hui la recherche doit jouer un rôle fondamental en termes de créer un environnement favorable en termes de production de données, en termes de production d'évidence pour la formulation des politiques, mais à la fois des stratégies de résilience et d'adaptation. Issa, aujourd'hui, quelle est la place que la recherche doit se positionner à ce niveau, dans cette problématique-là? Merci beaucoup, Amadou. Je me réjouis d'être là, de partager ces moments avec mes compatriotes. Donc, mesdames et messieurs, les directeurs généraux, les directeurs et les chefs de service,
tout protocole respecté, à vos qualités, titres et grades. La question, elle est pertinente, d'autant plus qu'on a l'habitude de le dire. Si nous voulons adresser véritablement les questions de développement, nous devons revenir à la recherche. Que veut dire revenir à la recherche? C'est que dans nos universités, que nous puissions redéfinir les curricula de formation, que nous puissions définir les axes de recherche en fonction des problématiques de développement qui sont posées. Si l'université est à gauche, faire la formation, la recherche, le développement à droite, en train d'opérationnaliser quelque chose sur le terrain, sans pour autant qu'il y ait un link et des connaissances scientifiques sur lesquelles se basent ces politiques, nous n'y arriverons pas dans la durabilité. Et donc, je pense que c'est au niveau institutionnel à l'université que nous devons repenser nos modèles de formation. Les thématiques de recherche doivent directement être arrimées aux problématiques de développement de nos pays. Donc, je donne l'exemple. Quand j'ai défini un projet de recherche, je vise une carrière scientifique où on me demande de faire des publications. Alors, un projet de recherche adresse des besoins de connaissances. Un projet de développement adresse des besoins sociétaux. D'accord? Et donc, l'enjeu fondamental, c'est comment faire pour que ces deux actions soient mises en synergie. Et je pense que nous devons redéfinir les politiques dans les universités pour mettre en place des départements recherche et développement. Donc, les départements recherche et développement pourraient travailler directement avec les services techniques de l'État, justement pour qu'on adresse directement les enjeux. Nous avons un tel problème, les universités se mettent ensemble pour adresser ces problèmes et définir des thématiques. Donc, le deuxième niveau d'intervention par rapport à ça, c'est, je donne l'exemple d'une formation qu'on peut mettre dans le domaine de l'eau. Saint-Louis fait une formation, l'UCAD fait la même formation, on ouvre l'université Gaston-Berger, on fait la même formation. On ouvre notre université qui vient de démarrer en 2020, je veux mettre un master dans le domaine des sciences de l'eau. Mais ce n'est pas possible. Autant fédérer les actions et de proposer quelque chose qui est cohérent et qui permet d'adresser les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces universités et pourtant les problématiques sont là. Il y a un déficit criard de connaissances, il y a un déficit criard d'informations. Et donc, nous devons fondamentalement, au sein de nos universités, redéfinir nos politiques de recherche et d'innovation. Ça, c'est la base. Et si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Et donc, pour ce faire dans ce cas-là, il faut couper les frontières qui existent entre le domaine de la recherche et le domaine du développement. Nous devons travailler ensemble, sinon on ne va pas y arriver. Et maintenant, la grande question, c'est comment? Parce qu'on a l'habitude dans les universités ou dans le monde du développement, on fait des réunions, on se dit les choses, mais quand on s'assoit ensemble, on n'y arrive pas. Et la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi on n'y arrive pas? Et rien ne devrait l'empêcher. Et donc, pourquoi? Parce que tout le monde est formé dans les universités. Donc, véritablement, nous devons redéfinir les sujets et nos actes de recherche pour qu'ils soient totalement arrimés aux besoins de développement. Voilà. Et par rapport au changement climatique, j'en parlais hier avec le professeur Amadou Thierno Gaye, il nous faut avoir un GIEC Sénégal. Un GIEC Sénégal veut dire quoi? C'est un groupe d'experts intersectoriels sur le changement climatique. Le changement climatique étant une variante transversale, nous devons, au sein des universités, mobiliser toutes les expertises, quel que soit le domaine, pour qu'on puisse retrouver, discuter et proposer aux services techniques de l'État des actions concrètes, des thématiques, pour mettre en évidence les gaps en termes de connaissances, les gaps en termes de données et orienter les formations vers ça. Et si on le fait, d'autant plus que si vous avez des problèmes, on peut jouer le rôle d'assistant technique. L'université doit jouer le rôle d'assistant technique. Et moi, en tant que directeur de l'incubation et du service à la communauté, c'est une nouvelle mission qui est arrivée aux universités. Nous devons aller vers les populations, aller vers les services techniques de l'État et mettre notre expertise au service du développement, sans être rémunéré. C'est ça le service à la communauté. C'est toute action que tu déploies et sans recevoir en contrepartie un franc. Pourquoi? Parce que tout ça est mis dans nos salaires. Donc, vous avez là une belle opportunité de mobiliser tous les experts et qu'ils viennent travailler auprès de vous pour vous accompagner dans la production de connaissances et de données, parce que nous sommes fondamentalement convaincus que c'est les piliers sur lesquels doit reposer toute action de développement. Merci, professeur Issa. Je retiendrai le GIEC Sénégal.
Je retiendrai aussi les synergies qu'il faudrait mettre entre les acteurs. Je pense, là, comme vous l'avez dit, la problématique des changements climatiques, c'est une problématique transversale qui doit être pluridisciplinaire en termes d'apport de solutions. Et je pense que c'est heureux aussi de savoir qu'aujourd'hui, à l'Université de Dakar, on a ce service communautaire qui doit appuyer notamment l'État et ses démembrements dans la mise en place des stratégies dans tout le secteur de développement, notamment dans le changement climatique. Et dans cela, avoir les données probantes, c'est important. Avoir de l'information aussi, c'est important. Peut-être juste retourner à Mme Sarr pour dire aujourd'hui au niveau de ANACIM quel apport, notamment en termes d'information et de données probantes, que l'ANACIM amène à l'État, mais aussi aux acteurs pour créer cette résilience au niveau national. Merci, modérateur. Donc, il faut déjà rappeler que l'ANACIM, qui a le mandat régalien d'apporter une assistance météorologique aux différents secteurs, de faire des prévisions et des alertes, travaille en étroite collaboration, pour terminer là où s'est arrêté notre professeur, avec les universités. Nous avons une forte collaboration avec l'Université Gaston Berger, l'Université Alioune Diop de Bombay, Assane Seck de Ziguinchor, l'UCAD de Dakar. Et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut aligner les besoins à la formation. C'est extrêmement important. Alors, comme je disais, nous exploitons un réseau d'observation avec plus de 25 stations de mesure au sol. Quand je dis stations, c'est des bâtiments, des parcs avec des instruments de mesure, un réseau de plus de 200 stations automatiques, près de 400 postes pluviométriques manuels pour juste surveiller le temps et alerter surtout à temps. L'ANACIM se pose avant, pendant et après la survenue du risque. Nous sommes d'abord dans la prévention. Alors, pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous allons un peu rappeler l'impact de ces changements climatiques pour donner quelques petits exemples. Avec la forte variabilité de la pluviométrie, je l'ai dit tantôt, les phénomènes extrêmes se font de plus en plus récurrentes et à des intensités vraiment très fortes. Quand il doit pleuvoir près de 200 mm en quelques heures, l'impact est différent de 200 mm qu'il aurait pu pleuvoir en 2 jours ou 3 jours. Partant de là, le sol a du mal à emmagasiner de l'eau. Et on sait qu'une des sources principales de l'eau potable, c'est nos nappes phréatiques. Mais si ces nappes-là, dans des endroits où il y a déjà un accès difficile à cette eau potable, risquent d'être encore plus appauvries, là, il se pose un problème fondamental de risque sanitaire et même des conflits, parce qu'on dit que les conflits futurs seront liés à la ressource en eau, qui est très importante dans la planification et dans la gestion. Donc, pour le secteur de l'eau, aussi bien que de l'assainissement, nous fournissons, l'ANACIM, des différents produits. D'abord, je vais parler de la prévision saisonnière. Nous travaillons en étroite collaboration aussi bien avec l'ADM, l'ONAS, la DPGI, pour ne citer que ces entités-là. La prévision saisonnière des précipitations qui donne une idée sur le profil de l'hivernage à venir, très important pour nos amis qui sont dans le secteur de l'assainissement. Ça leur permet de planifier les opérations de pompage et de nettoyage des canalisations. Parce qu'on sait qu'avec la forte urbanisation, ces canalisations-là sont aujourd'hui utilisées à d'autres fins. On y jette des déchets, on perd des regards et la finalité, c'est que c'est bouché et l'eau n'est pas évacuée. D'un autre côté, nous fournissons un autre produit que l'on appelle les courbes d'intensité, durée, fréquence, qui sont extrêmement importants pour les experts qui travaillent dans le dimensionnement. Avec un autre produit qui s'appelle la période de retour, qui nous dit la probabilité de survenue d'un événement. Il est important de savoir pour une localité, s'il a pu pleuvoir 200 mm en quelques heures, quelle est la probabilité pour que cela se répète dans le futur? Pourquoi? Quand on doit dimensionner, quand on doit faire passer des canaux d'évacuation des eaux usées, mais les eaux pluviales passent également par ces canaux. Et il faudrait tenir compte de la dimension changement climatique. Parce qu'imaginons une forte intensité de pluie qui vient passer dans ces canaux. Si c'est sous-dimensionné, bonjour les problèmes. On se retrouve avec des eaux usées qui cohabitent avec les populations. Le risque sanitaire est là. Il y a l'affection du bien-être des populations et à une mesure plus importante, un risque sur notre développement.
Donc l'ANACIM est là pour accompagner ces différents secteurs qui sont, comme je l'appelle, climato-sensibles, sensibles au climat. On leur fournit, je l'ai tantôt dit, des prévisions, le suivi régulier en cours d'hivernage et il y a aussi le système d'alerte précoce qui part de la prévision, mais derrière, on accompagne cette prévision-là. Depuis quelques années, on a mis en place un système d'alerte par SMS, par message texte, et par appel en langue locale, très important, parce qu'en réalité, les communautés de base doivent être sensibilisées. Et on ne s'arrête pas là. Depuis plusieurs années, nous descendons sur le terrain, nous sensibilisons, en nous accompagnant des sectoriels avec lesquels nous avons formé des cadres. Je peux prendre l'exemple d'un cadre qui est le groupe de travail pluridisciplinaire. Le docteur le disait tout à l'heure, il faut s'unir. Et là, on invite les universités à intégrer ce GTP qui est très important. Avant l'hivernage et durant l'hivernage, tous les 10 jours, au niveau national, se réunit le GTP qui regroupe différents sectoriels et même la presse. On suit la prévision saisonnière, on suit les prévisions à venir. Et de ces travaux-là sort un bulletin GTP qui, au-delà des constats, fournit des recommandations aux différents secteurs. Et pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, la DGPRE est bien représentée au niveau de ce GTP, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Donc voilà quelques exemples de produits et services d'information météorologique et climatique que nous fournissons, ainsi que de services de données météorologiques. Merci Madame Sarr pour ces informations. On voit aujourd'hui quand même l'importance d'avoir ces données-là, notamment, vous l'avez dit, au niveau de l'ONAS en termes de prévision, notamment sur des inondations et de mieux se préparer. Donc peut-être avant de donner, nous pouvons saluer la présence du monsieur le ministre, M. Abdoundene Sall, DG de Center. Pour peut-être revenir au niveau du panel, vous avez parlé de ces données-là. Ces données-là doivent nous permettre à formuler plutôt des solutions d'adaptation. Maintenant, on va revenir au niveau de ADM pour que M. Ali Tunkara nous revienne un peu sur aujourd'hui en termes de propositions, j'allais dire de solutions d'adaptation qui sont mises en place. La présentation est... Oui, je pense que si on peut faire la présentation, ça permettra... Ça permet de revenir sur ces, voilà, ces questions-là. Globalement, de donner la situation, le temps de répondre à certaines questions plus précises. Juste une présentation de 5 minutes. Hein, 5 minutes. Plus, ouais. Ils sont en train de la caler. Voilà. Donc, en réalité... voilà. Oh, sorry. Non, enlevez là. Voilà. Non, ça c'est la présentation de l'OMVS. Voilà, c'est celle-là. Merci, monsieur le modérateur, docteur Amadou Gueye. En réalité, pour nous, c'est un peu difficile parce que nous sommes en fait dans une adaptation, dans un cas très précis, de répondre assez théoriquement. Donc, c'est pourquoi nous avons préféré préparer faire cette présentation, qui est un cas pratique dans le cadre de l'adaptation au changement climatique au niveau du Sénégal. Donc, lequel projet s'appelle le PROGEP, qui est le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique dans sa phase 2, financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal et avec aussi d'autres partenaires. Donc, pour contextualiser, intensité de pluie, etc. Parce que l'inondation n'est rien d'autre que la réponse d'un bassin versant par rapport à un phénomène pluviométrique. Donc, nous, on apporte une réponse à cette réponse supplémentaire et on sait que Dakar, sur le plan pluviométrique, le Sénégal a connu des sécheresses, principalement 2 périodes, une période humide
notamment le niveau d'occupation et d'urbanisation. Et on voit ici que 76% pratiquement des habitations sont des habitations spontanées, ce qui oblige en fait l'État du Sénégal, comme ici sur cette photo que M. le Président de la République, Macky Sall, a eu à se déplacer à Keur Massar et à lancer, suite aux événements vraiment exceptionnels de 2020, a lancé en fait le programme d'urgence de gestion des eaux pluviales, mais aussi à mettre des financements nécessaires, d'une part avec la Banque mondiale, mais d'autre part sur les ressources économiques de l'État. Donc, vous parlez tout à l'heure de vulnérabilité. La problématique, c'est que c'est une paralysie totale, en fait, des activités de It's working? You can't do it for me. Please, next slide. Next slide. So we have 5 minutes, that's not too much. Donc ça, c'est vraiment pour camper le contexte. Et voilà ce qui s'est passé en 2020. En fait, septembre 2020, voilà, vers le 15 septembre, Dakar a connu une pluviométrie qui a atteint, je parle sous le couvert de madame, on était autour des 131 mm. Vraiment, ce qui s'est passé dans le cadre de Keur Massar qui a été ce qui a poussé en fait l'État du Sénégal à déclencher le plan Orsec. Donc, ça a été déclenché dans des années antérieures, mais ce niveau d'activité n'a jamais été atteint. Vous voyez, quand dans une ville, dans une zone habitée, que les comme le président l'a érigé en département, où la population est en train de s'agrandir et que la forte densité qu'on observe de la banlieue, de la ville proprement dite, vers cette nouvelle banlieue, qui est la ville de Keur Massar. Next slide. Voilà, donc je n'insisterai pas trop sur cette question pluviométrique. En réalité, on l'a dit, alors qu'au sud, on parlait même jusqu'à 1200 mm et au nord, peut-être dans les 200 mm. Next slide. Voilà, donc je ne vais pas insister sur la... des plans d'eau. Et dans la banlieue comme Keur Massar, 5% des superficies, c'est des plans d'eau. Et là, on voit de grands lacs comme Mbobes, comme la Grosse, on le verra plus tard, et de grosses dépressions. Maintenant, comme je disais tantôt, il n'y a pas de transit parce qu'il y a de grosses infrastructures qui sont réalisées, qui aujourd'hui, par endroits, créent des contractions. Mais au-delà des infrastructures, comme l'autoroute à péage, comme le TER, comme la route nationale, une zone non occupée, on ne parle presque pas d'inondation. Next slide, please. Voilà. Donc, qu'est-ce que le projet, l'État du Sénégal, à travers le projet et l'ADEME, a apporté plutôt pour cette réponse
quel système d'adaptation? C'est de mettre en place, en fait, dans l'État du Sénégal sur un financement de 15 milliards d'urgence, parce que c'est une réaction d'urgence qu'il fallait. Un deuxième effort avec l'accord de la Banque mondiale sur 80 milliards et un additif, un addendum, un financement complémentaire qui est déjà acquis sur 70 milliards. Et on voit qu'effectivement, l'État du Sénégal fait énormément d'efforts en termes de recherche de financement pour l'adaptation dans des zones vulnérables, notamment dans la banlieue de Casamance. Donc, depuis 2020, voici les ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Parce qu'en réalité, il faut 3 sachant que nous ne pouvons pas réduire au maximum, on intervient dans l'aménagement urbain en intégrant les bassins de rétention comme mobilier urbain et en faisant maintenant la restitution qui est la dernière étape de façon contrôlée vers les exutoires naturels, notamment les lacs et la mer, que ce soit la Grande Côte ou la Petite Côte. Next slide. Voilà. Le temps que maintenant ces projets se déroulent, parce que nous avons un timing jusqu'en 2026, voire 2029, nous avons mis en place en fait un dispositif provisoire de pompage. Parce que le permis aux gens de pouvoir vaquer à leurs besoins. Là où on avait 3 mois d'inondation, aujourd'hui on arrive maximum à 48 heures. Alors que le projet est déjà encore en cours. Ça, c'est l'un des effets les plus importants, ce qu'on voit ici aussi bien au niveau de Kermassar qu'au niveau de à des années-lumière derrière, ça veut dire avant que le lac ne se salinise, pour aujourd'hui avoir cette couleur rose qui fait quand même, qui est devenu un site touristique fondamental pour l'économie du Sénégal. Next slide. Merci de votre attention. De Dakar. Et Dakar concentre 25% de la population du Sénégal et c'est le poumon économique. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le coordinateur. Merci Ali, c'est passionnant et on voit aujourd'hui, je pense que depuis ce matin, on a quand même parlé de manière théorique les effets du changement climatique. La présentation d'Ali nous a un peu plongé dans les, je pense, en images, comment aujourd'hui les changements climatiques se manifestent avec beaucoup d'eau,
ça crée des dégâts. Avec peu d'eau aussi, ça crée des dégâts. Et on a vu qu'avec beaucoup d'eau, comment ça là, a pu créer des dégâts au niveau de Dakar. Et je pense qu'on se souvient quand même des moments parfois malheureux au niveau de changement. Et ce qui appelle aujourd'hui aussi à créer quand même cette résilience climatique. Et ça, Issa l'a dit, ça demande quand même des synergies entre les actions. Comme on l'a dit, on quitte un peu au niveau communautaire pour aller au niveau du bassin. Aussi que Dr Ababakar Mbaye va nous parler un peu les initiatives en termes d'adaptation au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on peut aller très vite par rapport tout simplement à la contribution donc, de l'OMVS sur cette thématique. Voilà. Voilà, sinon, évidemment, c'est à 3 niveaux que nous allons aborder, évidemment, donc, cette présentation. Le premier niveau, c'est le niveau, tout simplement, de l'impact des ouvrages communs. J'en ai parlé tout à l'heure. Et le niveau où, évidemment, il faut chercher des solutions par rapport à l'impact, tout simplement, de l'humain, c'est-à-dire les activités anthropiques. Son Excellence, le commissaire l'a dit tout à l'heure. Donc de gestion et d'exploitation de cet ouvrage-là. Slide. Autre ouvrage que nous avons mis en exergue aussi, c'est PGIL 1, ensuite le PGIL 2, dans le cadre du développement hydroagricole et protection des ressources en eau, slide, qui a permis évidemment donc dans le côté énergie,
réalité, vous voyez évidemment des industriels qui, sans pitié, essaient tout simplement donc de faire des dragues au niveau du lit de l'affluent de la Falémé. Et
de gérer un peu une ressource, donc la gestion des eaux souterraines au niveau tout simplement du bassin maestrien sénégalo-mauritanien et que nous avons mis en place, évidemment, et qui va nous permettre de voir comment gérer ce réseau maestrien et qui va permettre, évidemment, à ces États tout simplement d'en bénéficier et de voir aussi le lien entre la gestion des eaux de surface, mais aussi la gestion des eaux souterraines. Donc, et remerciant vraiment la présence du haut-commissaire de l'OMVG qui est ici présent. Je vous remercie. Monsieur le directeur, vous comprenez, c'est la passion qui parle. Lorsqu'on appelle le directeur Babacar Mbara de parler de l'eau, de l'assainissement, je comprends et laisser la passion continuer à parler. Je pense que c'est important et vous êtes avec campé le débat en parlant des services écosystémiques aujourd'hui que le bassin du Sénégal et celui aussi de la Gambie offre en termes de production d'électricité. Vous avez revenu sur les quantités qui sont en termes de production d'eau, vous avez dit 50% au niveau de Dakar, 100% au niveau de Nouakchott. Donc ça nous montre aujourd'hui l'importance aujourd'hui de protéger ces services écosystémiques-là qui, à la limite, sont au fond, au cœur du développement à la fois économique et humain. Le temps nous rattrape, mais je pense que ça a été très passionnant comme débat. On a ici quand même aussi une assistance et je pense aussi qu'il y a certainement des questions, des contributions. On va essayer peut-être d'en prendre 2, maximum 3, mais avant ça, peut-être je voudrais donner la parole à Monsieur le ministre, peut-être pour parler dans ce contexte de changement climatique, comment aujourd'hui aussi organiser le transport de masse. Je pense que Ali Tunkara est revenu sur cette question déjà de l'inondation et comment cette problématique-là aussi se pose en termes de déplacement au niveau notamment des grandes villes, comme c'est le cas à Dakar. Merci beaucoup. Je vous remercie quand même d'avoir ce thème et de parler de ce thème. Donc, ce que j'ai retenu, surtout l'exemple des universités qui doivent agir en tant que conseillers techniques, parce que nous sommes en train de le faire. L'école politique de Thiès, j'étais membre, je suis ancien élève polytechnique, l'école politique de Thiès, et conseiller technique de l'ensemble des projets d'infrastructure. Hier, c'est eux qui ont fait des études topo, comme des études géotechniques et tout ça. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont adressées, comme vous savez. Dans ces zones-là, il y a l'argile, les tassements différentiels. Donc, c'est l'école polytechnique qui est en train de se modéliser pour nous aviser des cycles de réparation des cycles d'études. Donc, si on parle un peu du transport, le transport ferroviaire, pour lequel je suis directeur général de SENTER. SENTER, c'est la Société nationale de gestion du patrimoine qui possède l'ensemble du terre. Et nous avons signé un contrat de prestation de services à SNCF pour faire une prestation de 3 ans, le temps de faire un transfert de compétences complet pour que le Sénégal prenne en charge carrément ce transport ferroviaire. Parce que comme c'est une nouvelle technologie, il fallait assurer simplement ça. Donc, actuellement, nous faisons 85 000 voyageurs par jour. 85 000 voyageurs par jour, donc nous diminuons le nombre de voitures. 85 000 transports par jour, ce qui nous fait des économies énormes en matière de production de CO2. Et nous avons quand même une technologie bimode. La technologie bimode, donc nous utilisons le courant électrique. Et quelquefois, seulement dans des zones où on risque d'avoir des interférences avec les courants vagabonds là, avec mobile, les mobiles là qui est sur l'axe. Mais sinon, nous sommes carrément en électricité. Donc, il faut saluer que le magistère du président, que la problématique du transport de masse, parce que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec un diagnostic en amont, dans le cadre du PSE. Comme vous savez, Dakar c'est 0,3% de la superficie du Sénégal. Et Dakar, il y a 25% de la population. Les gens sont concentrés à Dakar parce que pour travailler, il faut venir à Dakar. Dakar, c'est 70% des activités économiques. Donc, les gens ne peuvent pas rester dans un espace où il n'y a pas d'activité économique parce qu'ils ont besoin de travailler pour gagner leur vie.
Donc, c'est pourquoi Dakar, quand même, attire l'ensemble des personnes et les gens sont concentrés à Dakar pour lutter contre la concentration excessive du trafic, de la démographie et vraiment des activités. Le président de la République a voulu, quand même, avec l'approche de l'ensemble des experts, amener des solutions structurantes. Et la première solution structurante, c'était de créer des pôles urbains. Pôle urbain de Diamniadio, pôle urbain de Lac Rose, pôle urbain de Dago-Kholbo. Maintenant, pour que ces pôles urbains soient économiquement viables, il faut les connecter avec un transport de masse. Parce que, quand même, les terres, comme ils ont une voie protégée, ils ne génèrent pas l'embouteillage. Parce qu'ils ont leur propre voie. C'est pourquoi on a mis en œuvre cette terre-là qui va permettre un maillage. C'est un maillage complet, ce n'est pas Dakar simplement. On va sortir jusqu'à Diamniadio. De Diamniadio, on a deux possibilités, aller à Bourg-Thiès, AIBD Bourg, aller à Thiès. Et à partir de Thiès, il y aura la possibilité d'aller à Saint-Louis, d'aller à Diourbel et Touba. Maintenant, pour qu'un projet existe, il faut qu'il y ait une viabilité économique. Donc, c'est les études qui vont montrer est-ce qu'on a besoin quand même de faire des projets, de connecter d'autres villes. Parce que si on connecte une ville qui ne génère pas quand même un trafic, ça c'est une grosse perte. Parce que sur le transport ferroviaire, le président a été obligé de rabaisser les prix pour rendre quand même accessible le truc. Donc il y a une très grande compensation de près de 40%. Donc c'est pourquoi, bon, c'est ça, mais vraiment, ça a un impact sur l'environnement. Ça a un impact sur l'environnement. Et dans toutes ces zones, nous allons être obligés d'étudier le bassin versant, de ne pas créer des obstacles sur l'eau. Il y a beaucoup d'alots qui font passer l'eau de part et d'autre. Et tout le long, c'est encadré par des canaux qui drainent l'eau sur ce secteur-là. Vraiment, merci merci beaucoup. Monsieur le ministre. Et je pense que c'est important quand même que ce projet-là ait pris à la fois cette question environnementale, mais aussi de permettre la réduction, notamment en termes d'émissions. On va prendre juste deux questions pour nous permettre de revenir au niveau de nos panélistes qui vont certainement répondre aux questions, mais aussi donner les perspectives, et notamment aussi en termes de recommandations pour ce qui est du panel. Merci. Bonjour, je m'appelle Boubacar Fall, donc, je suis enseignant à l'Université de Dakar et vice-président du Comité national sur le changement climatique. C'est juste un commentaire par rapport à l'intervention de Issa. Vous avez la chance d'avoir un peu ce lien entre l'université et la communauté, parce qu'en principe, la fonction de l'université, c'est la formation et la recherche. Maintenant, en fait, la suggestion que je vous fais, c'est de ne pas faire la recherche comme on la faisait avant. C'est d'intégrer les préoccupations des communautés. Parce que quand vous voulez faire de l'adaptation, l'un des aspects qui va fortifier vos acquis, c'est l'appropriation. Quand les populations s'approprient ce que vous faites, il y aura de la durabilité. Et souvent, on fait des recherches sans tenir compte des savoirs et des connaissances des communautés. Si vous établissez des approches de recherche intégrant leurs connaissances et leurs savoirs, vous allez avoir beaucoup de satisfaction. L'autre aspect, c'est le GIEC dont vous parlez. Il y a déjà un comité national sur le climat qui a été créé depuis 1994, où il y a le représentant, le point focal GIEC, il est sorti, c'est la météo, et le point focal changement climatique avec l'ensemble des personnes ressources du Sénégal, qui d'ailleurs aident le gouvernement dans la mise en œuvre de la Convention en établissant tous les rapports comme la CDN, le PNA et les autres documents. Voilà un peu. Et juste un dernier commentaire, il y a un intervenant qui disait qu'on ne pouvait pas maîtriser la question de la variabilité. Je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il va faire attention dans les décisions politiques, parce que certaines des décisions ont valeur de facteurs de vulnérabilité. La plupart des vulnérabilités qui ont été présentées ici ont des relents non climatiques. Le climat n'a fait qu'accentuer, disons, les pratiques ou certaines politiques qui ne sont pas adaptées à des zones. Donc, c'est juste le commentaire que j'allais faire. Merci. Professeur, il y a une dame derrière, je pense qu'il avait... Je pourrais vous donner à la dame derrière, je pense. Voilà.
Alors, merci, monsieur le modérateur. Moi, c'est Madame Batilé Mariam Diouf. Donc, je suis au niveau de l'ANACIM, département Recherche-Développement. Alors, moi, c'était juste un commentaire par rapport à un fait. Le climat change, on le constate tous. Et maintenant, le combat, ce sera à deux niveaux, l'adaptation et l'atténuation. Nous, pays en voie de développement, on est plus focus sur l'adaptation. Et pour une bonne adaptation, il faut des données de qualité. On a des données observées, comme l'a dit ma collègue Madame Sarr, on a une base de données centenaire. Maintenant, il faut qu'on se projette sur la modélisation, sur ce qu'on aura dans le futur. Et pour ça, il faut un réseau de qualité. Elle a dit, on n'a que 25 stations sur le territoire, mais c'est suffisant pour avoir d'excellentes données. Donc moi, j'aimerais juste dire, je ne sais pas si on est en mesure, l'audience, de donner une recommandation, mais il faut que des organismes comme l'OMVS pensent à intégrer, à appuyer les services climatiques pour une meilleure prise en charge de la dimension future. Merci. Merci. Je pense que les collaborations, comme on l'a dit, se dessinent. L'OMVS, ANACIM, en termes de services climatiques. Je pense peut-être le temps est honorable. Vous avez la parole. Excusez parce qu'on vous a pris en cours. C'est honorable Juliette Zenga. Je suis du Haut Conseil des collectivités territoriales et je suis dans la commission 6, qui est la commission en charge du logement, habitat, cadre de vie et équité territoriale. Tout de suite, assise, j'ai vu par rapport au PACASEN, parce que hier j'ai interpellé l'AFD, il y avait un panel sur le partenariat pour une transition énergétique juste. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui on parle de coopération et il y a aussi cet aspect de financement qui entre dans un programme. Et si aujourd'hui nous avons le PACASEN, qui travaille actuellement, peut-être ce n'est pas avec l'ensemble des collectivités, mais qui a commencé à poser des actes qui sont très bénéfiques par rapport aux communautés. Pourquoi aujourd'hui ne pas essayer de repenser la dynamique de mettre le programme d'un partenariat avec l'aspect climatique dans ce que le PACASEN exige? Et je sais que l'ADM a des exigences pour que les collectivités respectent le financement qui entre dans ces collectivités. Donc je crois aujourd'hui c'est de voir quelles sont les opportunités qui s'offrent pour pouvoir le faire. Il y a la Banque mondiale qui est interpellée, il y a l'AFD qui est interpellée et aussi on a notre dynamique ADM qui est là, qui suit ces programmes. Est-ce que c'est possible de pouvoir au moins corréler les deux pour pouvoir permettre à nos collectivités de bénéficier effectivement de ces fonds verts et autres là qui sont là? Merci. Merci, honorable. C'est important. Je pense que pour la mise en œuvre de ces programmes-là, notamment en termes d'investissement, et je pense aussi qu'il faut créer des synergies d'action. Souvent, il y a beaucoup d'interventions ou bien beaucoup de programmes qui ont peut-être des cibles plus ou moins les mêmes. Et je pense que c'est important d'avoir ces synergies-là pour avoir des impacts beaucoup plus importants. Merci beaucoup. Merci, madame. Je m'appelle Madame Gomdey Safiétou Diop. Je suis membre de l'Association sénégalaise de l'évaluation, Sénéval. Je félicite quand même les différents panélistes vu la pertinence et toutes ces informations que nous avons pu quand même avoir. C'est dommage. Et on aurait souhaité, surtout pour les étudiants, les plus jeunes, de pouvoir bénéficier quand même de toutes ces approches et de toutes ces idées qui sont partagées. La communication, encore une fois. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend ici parce qu'on est à la COP et c'est dommage. Donc la communication pose problème chez nous. L'autre chose, c'est la préoccupation par rapport, enfin c'est une question. J'ai suivi un documentaire sur le fleuve de la Falémé. Et là, je me suis posé tellement de questions. Au moment où on va jusqu'à chercher de l'eau à la mer, essayer de désaliniser. Là, c'est l'OMVS. Qu'est-ce qui est prévu? Il a dit, les impacts sont là. Et c'est horrible. 4 pays, dans les pays les moins avancés, bénéficiant d'un fleuve, partageant du moins un fleuve. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est une urgence. L'autre problème, c'est par rapport à l'ADM. Ces bassins, c'est très bien de les normaliser. Et nous, mères de famille, ça nous rassure. Parce que ça fait quand même des dégâts avant. Mais maintenant, c'est bien géré. Cependant, cette eau doit être réutilisée. On peut réutiliser cette eau. Et qu'est-ce qui est prévu? On fait la recherche par rapport à cette eau-là. Merci beaucoup. Merci, Mme Diop. Je pense que vous avez posé une question fondamentale, notamment en termes
Bon, on prend là une dernière question ou un commentaire, après on revient à nos panélistes. Merci. Merci, monsieur le modérateur. En fait, c'est un commentaire. C'est pour répondre aux préoccupations. S'il vous plaît. C'est un peu pour répondre aux préoccupations de Madame la conseillère, puisque le PACASEN a entamé une réflexion pour sa deuxième phase, un financement additionnel, et de concert avec les partenaires techniques et financiers, on a décidé d'intégrer la dimension changement climatique. Ça va être une exigence au niveau des communes. Il s'y ajoute aussi que nous avons aussi décidé d'actionner le guichet intercom au niveau du FSCT. Je crois que vous nous avez interpellé hier. Ce guichet intercom sera actionné pour véritablement essayer de réaliser des projets structurants. Je m'excuse, hein, j'ai fait une interruption. Non, merci, je pense que c'est important, M. Cissé, par rapport à ces éléments de réponse qui vont nous permettre peut-être de revenir directement au niveau du panel. Peut-être une dernière question, c'est juste parler des perspectives, mais aussi des recommandations relatives un peu à la question fondamentale, les services d'eau et d'assainissement face au changement climatique. Je ne vais pas dire simplement quel est le rôle de la recherche, mais aussi quel est le rôle des parties prenantes pour que nous puissions quand même arriver à une réponse qui est bâtie sur des synergies d'action, notamment le monde de la recherche, les organisations au niveau régional, mais aussi au niveau communautaire. Diatta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comprendre les enjeux et les défis de l'eau, notamment pour les services d'eau, était un point fondamental, en tout cas, que le ministère de l'eau et de l'assainissement a pris en charge. Hein. Nous avons lancé une étude avec la Banque mondiale, mais à l'horizon 2050. L'idée, c'était de voir quels étaient les besoins en matière d'eau et d'assainissement pour nos villes. Et que cette étude nous révèle que nous allons passer de 30% d'augmentation de la demande actuellement à 60% en 2035. Donc, c'est des volumes importants d'eau qu'il faudra mobiliser, les traiter, les distribuer, mais également gérer la partie assainissement de cette eau-là. Cette étude également nous révèle que les événements extrêmes liés à l'eau, les inondations, coûtent à notre économie 10% de notre PIB. Donc nous devons agir vite. Et c'est pour ça que cette perspective 2050 nous amène à réfléchir sur des projets structurants comme une deuxième unité de dessalement sur la Grande Côte d'une capacité de 400 000 m3 d'eau, mais également des projets structurants pour les grandes villes du Sénégal. L'autre point sur lequel je voulais finir, nous avons une chance. Nous avons une chance parce que nous avons des organisations de bassin. Aucun pays seul ne peut bâtir une résilience durable à lui seul. Donc, cette synergie et cette chance que nous offre la coopération transfrontalière, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, nous devons la saisir et renforcer ces organisations en termes de plaidoyer politique, mais en termes de dotation financière pour que ces organisations puissent jouer le rôle qu'elles doivent jouer au service de la résilience. Merci beaucoup. Merci, Dr. Diatta. Madame Anassim Tlito. Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit à l'entame de mon propos que Anassim contribue au rapport du GIEC. C'est parce que justement que l'Anassim est le point focal GIEC du Sénégal. Mais l'Anassim a également beaucoup investi dans la recherche. Ma collègue l'a dit, nous avons un département recherche et développement. Nous avons déployé un modèle de prévision numérique qu'on appelle WORF, qui tourne sur 4 km sur le Sénégal et 15 km sur l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important. Il est important aussi de noter que l'ANACIM et je dirais Dakar, à travers l'ANACIM, est centre météorologique régional spécialisé, mandat que lui a conféré l'OMM. Dans ce sens, nous fournissons des prévisions d'événements extrêmes à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et récemment, ce mandat a été étendu à l'Afrique centrale. C'est dire qu'il y a énormément de travail à faire. L'expertise est là. Nous avons un data center avec 2 supercalculateurs. Donc, il y a de la matière avec la recherche. Et nous nous satisfaisons toujours d'accueillir les autres chercheurs des universités. Il y a des collaborations déjà, je l'ai dit. Nous ne sommes pas loin des universités. Mais nous appelons
les décideurs, le secteur privé, les communautés à davantage s'informer sur le changement climatique. Parce qu'en comprenant le changement climatique, là, on saura comment s'adapter avec l'accompagnement de l'ANACIM derrière. Parce qu'avec cette question de l'eau et de l'assainissement-là, ne pas tenir compte de la dimension changement climatique peut être très grave dans le futur. Parce que les rapports l'ont montré, ça va aller crescendo. Les phénomènes extrêmes, on en aura de plus en plus. Je terminerai par dire qu'il faut une synergie. Il faut une synergie d'action. L'ANACIM est là pour apporter de l'assistance météorologique par la prévision, la fourniture de services d'information météorologique, climatologique et d'alerte précoce, très important. Nous avons un réseau d'observation, ma collègue l'a dit, 25 stations, mais au-delà, il y a des stations automatiques, il y a des postes pluviométriques et surtout, il y a le co-développement. Aujourd'hui, nous travaillons avec les plus grands centres mondiaux pour mettre en place des outils. Il y a des outils qui sont déjà fonctionnels. Je veux parler du géoportail climat qui offre, à travers différents scénarios, des outils d'aide à la prise de décision à différents secteurs. Donc, il faut vraiment se rapprocher de cela. Nous avons également une autre plateforme que l'on appelle ENAX. C'est vrai que le réseau n'est pas assez densifié, mais il y a la technologie et la recherche pour cela. Avec ENAX, ce qu'on fait, nous avons travaillé avec la NOAA, qui est la météo américaine. Nous faisons un merging. Nous combinons plutôt, autant pour moi, les données d'observation avec les données SAT pour pouvoir mailler suffisamment le réseau d'observation. Donc, c'est dire qu'il y a tellement d'efforts de recherche. Il y a de la matière, il y a de l'expertise déjà, et nous sommes ouverts à vraiment cet échange-là, parce que définitivement, le co-développement paie, c'est riche, ça nous donne des services et des produits qui sont utiles aux communautés de base, parce que la finalité, c'est qu'il faut renforcer leur résilience face à ces changements climatiques. Merci. Il faut renforcer la résilience, notamment en partant des synergies. Et je voudrais juste finir avec, d'abord avec professeur Issa, à cet appel de synergie en termes de recommandations. Aujourd'hui, comment vous voyez que la recherche peut se positionner, notamment en termes d'accompagnement, vous avez vu au niveau de l'ANACIM, au niveau de l'OMVS, mais aussi au niveau de l'ADEME, mais aussi au niveau du ministère. Quel est ce positionnement en termes de recommandations pour aller vraiment bâtir cette résilience-là? Tout à fait, Amadou, merci beaucoup. Alors, la stratégie, elle est simple, hein, mais peut-être la mise en œuvre peut être compliquée. La production de données et de connaissances ne se fait pas uniquement dans les universités. Les centres de recherche produisent de la connaissance, produisent des données. Mais l'avantage de l'université, c'est que l'action peut être vraiment pérenne et s'inscrire dans la durabilité. Et donc, il nous faut, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mon collègue est malheureusement sorti, mais si vous faites une enquête dans les universités, vous aurez peut-être 0,001% des chercheurs qui sont au courant de cette commission. Pourquoi? Parce qu'ils sont plutôt à l'aval. Être en aval, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutefois vous avez des informations, vous partagez, vous faites des réunions, mais la production de connaissances n'est pas faite ou n'est pas du ressort de cette commission. Donc là, il y a la Comnac, il y a les Combrec, mais est-ce que c'est des gens qui produisent de la connaissance? Non. Donc l'université, le groupe dont je parlais, c'est un groupe d'experts qui regroupe les universités, les centres de recherche et des gens qui produisent de la connaissance. Et justement, peuvent adresser ces connaissances à ces commissions qui peuvent faire le plaidoyer, etc. Je donne un autre exemple. Le dernier rapport du GIEC, qui connaît le contenu réel du rapport et les enjeux qui sont liés à nos pays? Voilà. Et ça, c'est fondamental. Moi, je disais en fait qu'il devait y avoir une pré-COP au Sénégal. Et ce groupe d'experts serait chargé de diffuser les informations contenues dans ce rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, produit de la connaissance. L'USGS a fait ce travail et c'est formidable pour les États-Unis et les décisions sont prises sur la base de connaissances scientifiques. Merci. La production de connaissances, elle est fondamentale et on va voir comment aujourd'hui, au niveau de l'OMVS et au niveau de l'ADEME, on doit les utiliser pour formuler leurs recommandations. Je pense que c'est une minute. Je pense qu'on est un peu rattrapé par le temps. Voilà. Docteur. Merci beaucoup, Amadou. Je crois que je vais très, très vite. Et pour, évidemment, confirmer ce que cet Diatta a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette synergie d'action entre les organismes de bassin. Ça, c'est une obligation. Parce que si nous partageons la même source,
c'est une obligation, évidemment, qu'on puisse aller vraiment dans les mêmes actions. L'autre chose est qu'aussi, si on parle de gestion, la préservation de la ressource au niveau d'un bassin, le premier garant, c'est les populations riveraines, c'est les États. C'est eux qui, évidemment, doivent protéger cette ressource avec qui ils ont affaire et qu'ils ont des bénéfices là-dessus. Si je parle, évidemment, le cas de l'affluent La Falémé, le fleuve Sénégal de façon globale, c'est évidemment des actions anthropiques qui a amené, évidemment, cette problématique qui est là. Vous voyez au niveau tout simplement de La Falémé, des chefs de village, des populations, des villages qui donnent évidemment des permis à des industriels qui exploitent l'or au niveau de l'affluent, donc, et au vu et au-dessus de tout le monde, et on laisse faire. Je crois qu'aussi, le portage de la sécurité, de la préservation doivent provenir évidemment donc des États et des populations elles-mêmes. L'autre chose aussi, la sensibilisation, en réalité, ça va être toujours, ça va continuer. L'éducation, ça va continuer. Mais il faut aussi mettre en place une politique de sécurisation. Et ça aussi, c'est toujours les États. Et nous allons proposer, évidemment, au niveau des instances de l'OMVS, de mettre en place un groupe mixte opérationnel, tout simplement donc, de préservation, évidemment, donc, de la Falémé, du fleuve Sénégal de façon globale. Parce que, évidemment, les pays ne peuvent pas intervenir de façon séparée. Donc ça ne peut pas, évidemment, donner une solution à cela. Et pour terminer, évidemment, parler un peu du plan d'investissement climat, Horizon 2033, qui en réalité nous concerne tous parce que ça rentre dans le cadre tout simplement de préserver évidemment ces ressources, mais d'encadrer évidemment les activités génératrices de revenus, donc d'activités structurantes, donc vont bénéficier évidemment des États membres dans le cadre tout simplement de la contribution tout simplement donc à l'adaptation au changement climatique, mais surtout la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Merci, directeur. Je pense que c'est important quand même cet engagement politique qu'on doit aussi voir peut-être au niveau de l'ADM, notamment la mise en place de cette structure-là que l'État a mis en place pour accompagner les communautés, plutôt les collectivités locales à la mise en place de leur politique. Peut-être votre dernier mot par rapport à une recommandation sur la création de la résilience au niveau communautaire. Oui, c'est vrai qu'en termes de en termes de recommandations, on peut la résumer en une seule. C'est contrôler l'urbanisation des villes. Parce que sinon, on passe notre temps à faire de la remédiation. La remédiation coûte en temps, en énergie et en ressources. Donc, au lieu de faire de la remédiation, il faut planifier en amont. C'est le cas de Diamniadio, c'est le cas des ZAC qui sont des modèles aujourd'hui de villes planifiées. Notamment la ZAC de Thiès que je connais mieux, et d'autres ZAC comme la ZAC de Kounoun, etc. Donc en réalité, l'État du Sénégal a les outils. Le reste maintenant, c'est un problème de coercition au niveau surtout des zones déjà densément habitées, le cas de Kermassar, la Grosse Kounoun, qui sont en train de devenir l'extension, la nouvelle ville du département de Dakar, mais tout en convoquant la responsabilité des communautés. Mais les communautés ne fonctionnent que sur la base des lois, codes de l'urbanisme, etc., qui sont définis par l'État. Donc il y a une coercition, une rigueur qu'il faut mettre en place pour que ces communautés puissent respecter ces règlements, lois et règlements. Je tiens à vous remercier pour cette... Merci, Dr Ali. Je pense qu'on est un peu rattrapé par le temps. C'est passionnant, c'est l'eau, c'est les services écosystémiques. Et je pense remercier aussi l'ensemble des panélistes pour avoir quand même mené ce débat à un niveau très haut en termes de changement climatique. Je pense que c'est aujourd'hui important. Je pense qu'il faut retenir les changements climatiques sont une réalité. Ça affecte les services d'eau et d'assainissement, on l'a vu. Et derrière, il faut une adaptation. Cette adaptation-là appelle à des synergies d'action à l'ensemble des acteurs, notamment de la production des connaissances, aux acteurs qui doivent le mettre en place. Et je pense qu'on a aussi une chance au Sénégal, après le Forum mondial de l'eau, on a quand même mis en place cette déclaration de Dakar, le Blue Deal, qui pratiquement, sur ces 5 paliers, revenait sur l'ensemble de ces aspects-là, notamment l'importance de l'hydrodiplomatie en termes de collaboration, mais aussi en termes de mise en place des stratégies au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, je donnais le mot de fin au commissaire, et après on prend la photo de famille pour finir.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. En termes de conclusion, ce que je retiens d'abord, c'est qu'il faut retenir que le Sénégal est un pays de référence dans le changement climatique en Afrique. Même pas en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique. Il a la chance d'abriter les 2 organismes de bassin qui sont classés premier organisme au niveau mondial. L'OMVS, l'OMVG sont classés premier organisme au niveau mondial. Le Sénégal a la chance de les abriter. Et la thématique que nous venons de développer, il faut reconnaître, c'est l'épine dorsale de cette COP-là. Ce que nous ne développons pas là, c'est l'épine dorsale de la COP. Faisons en sorte que ça ne soit pas une COP de plus. Parce que vous savez, depuis la COP 21 2015 à Paris, on ne va que de déclaration en déclaration. Mais ce qui a été développé ici pour nos pays, faisons en sorte, madame l'a dit, la conseillère, il faut vulgariser au niveau des politiques, des administrations, des universités, ce que nous avons dit ici. Quand nous sommes tous informés, on a le même niveau d'information, même l'un à l'absence de l'autre, on réagit de la même façon. Donc c'est extrêmement important. Ce que je recommande, c'est la vulgarisation à la plus grande échelle de tout ce qui a été dit et fait ici. Je remercie très sincèrement du fond du cœur les organisateurs et surtout les vaillants panélistes. Et je pense que je souhaite, honorable ministre, que nous, en tout cas au niveau des organismes de bassin, nous ne ménagerons aucun effort une fois qu'on a le truc pour mettre en œuvre tout ce qui a été dit ici. Je rappelle de passage que l'OMVS et l'OMVG, nous apportons quand même notre assistance au niveau des services hydrologiques et météorologiques de nos pays. Peut-être que la contribution n'est pas aussi importante, mais c'est dans la rubrique de nos budgets, il y a bien une assistance au niveau des services nationaux de la météo et de l'hydrologie. En tout cas, j'insiste encore, messieurs les panélistes, monsieur le modérateur, il faut vulgariser, comme madame l'a recommandé, toutes les recommandations qui seront sorties d'ici. Non seulement au niveau des chefs d'État, au niveau des gouvernements, au niveau des administrations nationales, au niveau des organismes de bassin. Je vous remercie.